Tout le monde jetait ses pièces à la poubelle. 40 ans plus tard, ce vieil homme possède l'héritage le plus recherché de toute la Provence. Par une matinée d'octobre de l'an 2023, sous un ciel couleur de cendre où le Mistral commençait à balayer les feuilles ocres sur les routes sinueuses du Luberon, un homme nommé Marcelien Delacroix gara sa vieille camionnette contre la porte latérale de la concession agricole d'Apt. Il en extirpa avec une lenteur respectueuse 4 lourdes caisses de carton contenant des composants électriques d'anciens tracteurs Renault. Ses mains, burinées par les décennies de labeur, ressemblaient à s'y méprendre à la pierre calcaire, rugueuse et indomptable, de ces collines provençales qu'il cultivait depuis toujours. Le chef d'atelier de la concession, un homme pressé par l'ère du plastique et des rendements immédiats, lui avait déjà répété à 3 reprises que ses alternateurs et ses démarreurs endormis n'étaient plus que des rebuts sans la moindre valeur. Marcelien, drapé dans une lourde veste de velours côtelé qu'il portait imperturbablement depuis les premiers frimas de l'année 98, ne prononça pas un seul mot lorsque l'homme affirma, avec la suffisance de son époque, qu'il perdait son temps avec ces carcasses d'un autre âge. Marcelien inclina simplement la tête, d'un mouvement grave et digne, rechargea ses caisses à l'arrière de son véhicule, et reprit le chemin rocailleux de son mas. Ce n'était guère la première fois que l'on affirmait à Marcelien Delacroix qu'il s'égarait dans les méandres d'un temps révolu. Pour saisir la profondeur de cet acte silencieux, et comprendre pourquoi le nom de cet homme résonne encore aujourd'hui sous les platanes centenaires de la vallée, il faut plonger dans la terre même qui a forgé son lignage. Marcelien vit le jour en 1962, au cœur de ces terres arides que son père, Augustin Delacroix, avait acquises au lendemain des tourmentes de la Seconde Guerre mondiale. C'était en 1951, à une époque où le sol de Provence se vendait pour une poignée de francs, épuisé par les rigueurs et les cicatrices de l'histoire. Augustin, homme de silence et de fer, nourrissait une philosophie inébranlable face à la rudesse du monde. Il cultivait la certitude absolue que les objets rejetés par les hommes dans la hâte de la reconstruction deviendraient, lorsque les temps d'abondance s'effriteraient, les fondations même de leur survie future. Augustin conservait tout. Les charrues brisées par les roches, les blocs moteurs fissurés des premiers Someca, et les machineries dont le souffle s'était éteint sous les décennies passées. Il les abritait dans une vaste bâtisse de pierres sèches, attenante à la ferme principale, que les voisins nommaient parfois avec moquerie le cimetière des fers, mais qu'Augustin, dans sa sagesse terrienne, considérait comme la grande bibliothèque de leur patrimoine. Lorsque Marcelien atteignit l'âge de 7 ans, en 1969, alors que le pays tout entier tournait son regard vers une modernité frénétique, son père le fit asseoir sur un vieux bidon d'huile renversé, au milieu de ses cathédrales de rouille. La lumière filtrait à travers les tuiles romanes, illuminant l'air chargé de la noble poussière des champs. Augustin posa sa main lourde et protectrice sur l'épaule de son fils et lui offrit une leçon que les années ne pourraient jamais effacer. D'une voix grave, résonnant comme l'écho des falaises voisines, il déclara « L'homme qui sait reconnaître l'âme d'un engrenage brisé, mon fils, est le seul homme qui appartienne véritablement à la terre. » À l'aube de ses 7 ans, l'enfant ne saisit pas toute l'immensité de cette sentence. Mais lorsqu'il atteignit la force de l'âge adulte, cette vérité s'était enracinée en lui avec la majesté d'un olivier millénaire. Marcelien n'était nullement un amasseur, comme se plaisent à le dire ceux qui manquent de discernement face à l'histoire des choses. Il était un archiviste du savoir-faire, un gardien du patrimoine mécanique. S'il préservait ses pièces endormies, c'était parce qu'il en comprenait l'architecture intime et la noblesse cachée. Il les étudiait et les ressuscitait sur son établi lors des longues nuits d'hiver, lorsque le gel figeait la vallée du Luberon et que le monde du dehors imposait le repos. Il avait développé une intuition pour les systèmes électriques qui confinait presque au mysticisme paysan. Ses frères de terre murmuraient, avec ce respect absolu propre aux hommes qui partagent les mêmes labeurs, que Marcelien était capable de diagnostiquer une défaillance de circuit par la seule vertu du son qu'émettait un solénoïde sollicité. C'était la une de ces légendes locales que l'on ose remettre en question, et Marcelien, fort de son humilité naturelle, ne prit jamais la peine de les détromper. Ses actes, tout comme la collection solennelle de son atelier, parlaient amplement pour lui. Pour comprendre l'ampleur véritable de ce sanctuaire, il convient de remonter le cours du temps de 2 décennies, jusqu'aux chaleurs écrasantes de l'an 2003, année où les fondations de cette œuvre prirent racine. L'histoire s'ouvrit avec Fabien Leblanc, un voisin dont les terres s'étendaient au-delà du Grand Vallon, et qui cultivait une rudesse au travail pareille à celle qu'il imposait à ses propres machines. Son Someca 615, un colosse d'acier de la fin des années 70, avait brutalement rendu l'âme au beau milieu des récoltes, terrassé par l'exigence implacable de son maître. Un crépuscule doux, Fabien franchit le seuil du mas de la Croix. Il tenait au bout de ses bras fatigué par le labeur un démarreur calciné, dont le métal noircissait sous l'effet d'une chaleur destructrice. Les concessionnaires des grandes villes lui réclamaient des sommes astronomiques et des semaines de patience pour faire venir une pièce neuve des usines lointaines. Marcelien accueillit l'homme sans un mot, prit l'objet meurtri entre ses mains rugueuses et l'emporta sous la lumière tremblotante de son établi. Là, avec une délicatesse qui jurait presque avec l'immensité de sa carrure,
il désossa le mécanisme. Il ne lisait pas une simple défaillance technique. Il étudiait la pièce avec l'intuition d'un poète déchiffrant un parchemin antique, cherchant la vérité derrière la ruine. L'induit était consumé, les balais de charbon pulvérisés par l'effort démesuré, mais le carter de fonte, véritable forteresse de la pièce, demeurait inébranlable et parfait. Ne sachant que faire de cette carcasse amputée de sa vigueur, Fabien la lui abandonna, soulagé de s'en débarrasser. Ce geste, d'une banalité apparente, fut pourtant la première pierre d'un édifice monumental. Au fil des 20 années qui suivirent, une alliance silencieuse, un pacte non écrit tissé dans la noblesse de l'effort, unit les hommes du Luberon. La rumeur, portée par le vent sec des collines, murmurait que si le cœur de votre tracteur s'arrêtait net lors des semailles, l'atelier des Delacroix détenait le secret de la résurrection. Progressivement, sans qu'aucune annonce ne fût jamais faite, les agriculteurs commencèrent à déposer leurs composants foudroyés devant les lourdes portes de chêne du mas. Ils laissaient ces pièces de métal comme on dépose une offrande silencieuse à la sagesse des anciens, sachant que Marcellien saurait extraire la vie de ce que les marchands considéraient comme mort. C'est ainsi que l'atelier s'étendit, majestueux et profondément ignoré du reste du monde moderne. Marcellien ne rejetait rien à la terre. Dans des casiers de bois brut façonnés de ses mains, dans d'anciennes caisses alignées avec une rigueur monacale, s'empilaient des décennies d'histoire agricole française. Chaque solénoïde de Massey-Ferguson, chaque bobine de Renault, chaque pignon d'entraînement trouvait sa place exacte dans ce sanctuaire de fer. Ce lieu n'était plus un simple hangar de ferme. Il s'était transmuté en un musée clandestin de la résilience rurale, un temple majestueux dédié au triomphe du savoir-faire paysan sur l'obsolescence du monde. Il faut raconter l'histoire de l'usine Véline, car sans elle, ce récit ne serait que la chronique isolée d'un paysan et de son atelier. L'usine Véline dressait ses murs de briques austères dans la ceinture industrielle d'Avignon. Ce n'était point un de ces fleurons manufacturiers dont on vante les mérites dans les gazettes économiques. C'était un établissement de taille modeste, rue des Vaillants, où des ouvriers au visage marqué par l'effort usinaient les organes électriques indispensables à la pérennité des anciens tracteurs. Ils forgeaient les démarreurs et bobinaient les alternateurs qui maintenaient en mouvement les cœurs mécaniques de toute la région. Mais au printemps de l'an 2024, un verdict irrévocable tomba comme un couperet sur cette confrérie du métal. Des financiers aux mains lisses, siégeant dans de lointains bureaux de verre bien au-dessus des réalités de la glaise, ordonnèrent la liquidation pure et simple du site. Leurs équations étaient glaciales et définitives. La spéculation foncière sur les terrains avignonnais surpassait largement les maigres bénéfices tirés d'un marché qu'ils jugeaient moribond. Pour justifier cette mise à mort, ils décrétèrent solennellement la fin de la vieille agriculture, affirmant que la modernité devait balayer les vestiges du passé. Les lourdes grilles de Véline se refermèrent, étouffant à jamais le fracas des presses et le chant des tours, sans que le monde ne s'émeuve de cette perte immense. Dans les collines et les vallons du Luberon, cette condamnation passa d'abord totalement inaperçue. Les hommes de la terre, courbés sur leur ouvrage, ressentaient les secousses du monde avec ce décalage propre à ceux dont l'existence est dictée par la course du soleil et l'exigence des sols. La menace était invisible. Ce fut un péril silencieux, semblable à une nappe phréatique qui s'assèche lentement dans les profondeurs de la roche sans que la surface n'en révèle immédiatement la soif. Dans l'ombre des hangars, il restait encore quelques caisses de pièces de rechange, et l'attention des hommes était tout entière accaparée par l'urgence du vivant. La taille rigoureuse des vignes et l'entretien rocailleux des vergers exigeaient chaque goutte de leur sueur. Une machine solidement bâtie ne rend pas l'âme à chaque saison, et tant que les moteurs s'éveillaient dans la fraîcheur de l'aube, l'illusion de l'invulnérabilité demeurait intacte. Pourtant, un homme mesurait l'exacte et terrifiante gravité de ce silence naissant. Marcellien Delacroix possédait cette intelligence terrienne qui permet de déchiffrer la cadence subtile du déclin industriel. Il comprenait profondément que couper la racine d'un approvisionnement séculaire reviendrait, tôt ou tard, à voir l'arbre tout entier dépérir. Retranché dans son bastion de pierre calcaire, il n'éleva pas la voix pour prophétiser le malheur. Il se contenta d'observer la course inéluctable des événements. Chaque soir, sous la lumière paisible de son repère, il intensifia son œuvre. Avec une rigueur d'archiviste, il catégorisait ses induits, purifiait ses cuivres et alignait ses carcasses de fonte sur les étagères de chêne. Imperturbable, Marcellien attendait l'inévitable sécheresse du fer, sachant que l'heure approchait où les vanités modernes s'effondreraient, et où la survie de la vallée tout entière reposerait sur les reliques qu'il avait patiemment arrachées à l'oubli. L'an 2026 abattit sur le Luberon avec la sécheresse impitoyable d'une vérité trop longtemps esquivée. 2 années s'étaient écoulées depuis que les grandes portes de l'usine d'Avignon s'étaient refermées sur leur dernier souffle, et soudain, les réserves d'entente furent plus que poussière et mirage. Le grand vide s'installa. Ce fut Gaspard Moreau, un homme à la carrure forgée par le transport des pierres de Restanque, qui subit de plein fouet les foudres de cette ère nouvelle. Au deuxième matin sacré des semailles du blé d'hiver, alors que la brume matinale enveloppait encore les sillons glacés,
le cœur mécanique de son vénérable Massey Ferguson rendit l'âme dans un silence vertigineux. Face à la terre béante qui réclamait impérieusement sa semence, Gaspard se précipita vers la concession de la vallée. Mais dans ce temple de la modernité, il ne se heurta qu'à un abîme d'impuissance bureaucratique. On ne lui offrit que le mépris des écrans d'ordinateur, des délais d'attente interminables, perdus dans les limbes d'une logistique lointaine, et l'exigence de sommes astronomiques pour des composants qui n'existaient même plus. Poussé par ce désespoir profond et muet, propre aux hommes de la glèbe qui voient le fruit de toute une année menacée de ruine, Gaspard tourna le dos aux marchands et gravit le chemin rocailleux menant au mas de la Croix. Lorsqu'il exposa son tourment, le visage marqué par l'angoisse des moissons perdues, Marcellien l'écouta avec la gravité silencieuse d'un patriarche. Sans prononcer un mot, il s'enfonça dans les profondeurs fraîches et sacrées de son atelier de pierre. Là, au cœur de son inestimable collection, il exhuma un chef-d'œuvre de résilience, un démarreur de 1989. Ce n'était point une vulgaire pièce d'occasion, mais un assemblage parfait, minutieusement reconstruit au fil des veillées hivernales à partir d'organes prélevés sur des carcasses que les autres jugeaient mortes. D'un geste sûr, héritage de 40 années de ferveur mécanique, Marcellien greffa l'objet sur le flanc du tracteur blessé. Lorsque le contact fut mis, le vieux Massey Ferguson rugit avec une puissance triomphale, déchirant le silence de la colline d'un grondement de victoire qui fit frissonner la terre elle-même. Ému aux larmes par cette résurrection inespérée, Gaspard sortit son carnet pour régler la rançon de sa survie. Marcellien leva une main calleuse pour l'arrêter. Il ne lui réclama que la stricte valeur monétaire du fil de cuivre brut utilisé pour l'induit. Pas un centime pour le savoir, pas un sou pour le labeur. Un acte de fraternité pure, forgé dans l'honneur paysan. Dès cet instant, le murmure qui parcourait les cyprès de la Provence changea de nature. Marcellien de la Croix n'était plus perçu comme un vieux réparateur de fortune. Dans l'ombre solennelle de ses étagères de chêne, il venait de s'ériger en unique rempart, devenant l'ultime et seule salvation de toute une région face au gouffre de l'obsolescence. Sous les imposantes voûtes de pierre blonde de la salle communale de Beaugneux, l'air était lourd d'une gravité étouffante. Le syndicat agricole y avait convoqué la grande confrérie des travailleurs de la terre en ce crépuscule d'août de l'an 2026. L'assemblée n'était composée que d'hommes au visage buriné par le Mistral, tous unis par une angoisse palpable. La pénurie implacable et soudaine des composants mécaniques qui menaçaient de figer la région entière. Sur l'estrade, dominant cette mer de vestes de toiles rugueuses et de mains noueuses, se tenait Antoine Beaufort. Directeur de la concession hégémonique de la Plaine, Beaufort était un homme à la carrure massive, respirant l'assurance agressive et froide d'une modernité triomphante. D'une voix retentissante, parfaitement rompue aux arcanes du profit, il prêchait devant l'auditoire silencieux l'évangile périlleux de la dette. Il exhortait ses maîtres de la terre à renier leur passé, à souscrire de lourds emprunts pour s'équiper des nouvelles machineries bardées d'électronique, et à condamner définitivement leurs vénérables tracteurs à la casse. Pour lui, l'attachement à ses fers anciens n'était qu'une entrave insensée, un boulet incompatible avec les exigences impitoyables de l'agronomie contemporaine. Un murmure d'impuissance et de colère sourde parcourut les bancs de chêne, mais il s'éteignit instantanément lorsqu'une silhouette majestueuse se dressa au cœur de la salle. Marcellien de la Croix, drapé dans sa dignité silencieuse, prit la parole avec la lenteur souveraine de ceux qui mesurent la valeur absolue du travail et de la fraternité. Sans élever le ton, d'une voix qui portait la solidité des collines environnantes, il offrit humblement à la vallée l'accès total à son sanctuaire. Il évoqua les démarreurs méticuleusement reconstruits, les alternateurs patiemment sauvés, et s'engagea à maintenir en vie les flottes du Luberon. Un frisson de respect traversa l'assistance, brutalement interrompu par le rire sec et méprisant d'Antoine Beaufort. Le directeur balaya l'offre d'un geste condescendant, raillant publiquement l'œuvre de toute une vie. Avec un rictus supérieur, il qualifia ce majestueux rassemblement de reliques de prières naïves, une folie paysanne indigne d'être considérée comme une solution fiable face aux défis des moissons. Face à cet affront cinglant, Marcellien ne scia point. Tel un vieux chêne dont les racines épousent la rudesse du roc provençal, il absorba l'insulte avec un stoïcisme inébranlable. Il se rassit lentement, sans prononcer un seul mot de justification, laissant son silence imperturbable résonner avec infiniment plus de force et de noblesse que l'arrogance stérile du marchand. Les hivers rigoureux des années 2028 et 2029 s'abattirent sur la Provence non pas par le gel de la sève, mais par la glaciation implacable des marchés financiers. À travers le tumulte d'une économie vacillante, les sources de crédit sur lesquelles Antoine Beaufort avait bâti l'empire factice de ses tracteurs bardés de puces électroniques et de guidages satellitaires, se tarirent brutalement. Les portes des banques se scellèrent, privant les hommes de la terre de cet argent virtuel qui devait prétendument les sauver. Pris au piège de cette tourmente, les seigneurs du Luberon comprirent avec une effroyable lucidité qu'ils ne pouvaient plus fuir en avant. Il leur fallait désormais affronter la rudesse des saisons avec les flottes vieillissantes et éreintées qu'ils possédaient déjà,
ces nobles cathédrales de fonte et d'acier qui, soudainement, redevenaient l'unique rempart entre la pérennité de leur domaine et la ruine absolue. C'est dans cette atmosphère crépusculaire que Laurent Chapuis, propriétaire de vastes terres où les sillons semblaient s'étirer jusqu'au contrefort de la montagne, affronta l'épreuve ultime. En l'espace de quelques aubes désastreuses, à l'approche fatidique des grands travaux, 3 de ces vénérables béliers mécaniques succombèrent à l'usure du temps, l'alternateur de son robuste Renault 1181 à 4 cessa de battre, le démarreur de son colossal Someca 1000 se figea dans un gémissement funeste, et le régulateur de tension de son antique moissonneuse Bro expira silencieusement. Acculé, dépourvu de toute alternative commerciale face aux prix prohibitifs et aux délais insensés imposés par une concession désormais paralysée, le grand propriétaire, ravalant sa fierté de notable, se résolut à gravir le chemin empierré menant au repère des Delacroix. Franchissant le seuil des lourdes portes de chêne, Laurent Chapuis s'attendait à découvrir un chaos de ferrailles abandonnées, l'antre désordonné d'un paysan excentrique amassant les vestiges d'un monde mort. Au lieu de cela, le souffle lui manqua. Sous la pénombre solennelle des charpentes centenaires, éclairée par des lampes à incandescence qui diffusaient une lumière d'or ancien, s'étendait l'histoire majestueuse de l'agriculture française, méticuleusement préservée. Ce n'était point un charnier mécanique, mais un conservatoire immaculé de la résilience. Sur des rangées infinies d'étagères taillées dans le bois massif, des milliers de pièces reposaient dans un ordre absolu. Chaque induit, chaque solénoïde, chaque carter de fonte était étiqueté avec la dévotion d'un moine copiste. D'anciennes boîtes de fer blanc et des casiers de bois brut arboraient, inscrits au crayon de mine sur de simples rubans de papier parcheminé, les numéros de série, les tolérances électriques et les années de gloire de 50 ans de patrimoine mécanique, sauvés de l'oubli. Marcelien, gardien silencieux de ce temple d'ingénierie, n'éprouva aucune difficulté à localiser les organes salvateurs. En puisant dans les réserves accumulées lors des décennies d'indifférence générale, il ressuscita les 3 colosses d'acier avec une dextérité chirurgicale, assemblant des composants parfaits tirés de la sagesse du passé. Lorsque l'ouvrage fut achevé et que les moteurs résonnèrent de nouveau de leur puissance originelle, Marcelien ne réclama à Laurent Chapuis qu'une obole dérisoire, couvrant tout juste la matière première du cuivre et de l'acier. En cet instant précis, sous la voûte silencieuse de l'atelier, l'illusion arrogante de la suprématie commerciale s'effondra définitivement, pulvérisée par la vérité implacable, silencieuse et éternelle du véritable savoir-faire paysan. L'apogée des moissons de l'été 2029 embrasa le Luberon d'une ferveur implacable, où chaque minute de clarté pesait le destin de toute une année de labeur. Dans l'immensité des plaines dorées, la colossale moissonneuse d'Honoré de Rostand, un titan d'acier avalant les océans de blé avec une régularité martiale, fut soudainement frappée en plein élan. Alors que le crépuscule drapait les collines de ses lourdes ombres violettes, l'alternateur de la machine expira dans un claquement sec, plongeant le grand Léviathan des champs dans un mutisme total effrayant. Dépêché dans l'urgence, le mécanicien itinérant de la concession, un jeune homme nommé Bastien, arriva sur les lieux à bord de son fourgon immaculé. Armé de ses tablettes électroniques et de ses protocoles contemporains, il cerna la défaillance avec une exactitude clinique. Pourtant, au terme de son diagnostic, une paralysie absolue s'empara de lui. La pièce était foudroyée, et les réseaux d'approvisionnement mondiaux, vides de toute substance, n'offraient plus qu'un néant bureaucratique. Sans ce composant, la récolte était condamnée à pourrir sur pied sous le soleil impitoyable du lendemain. C'est au cœur de la nuit la plus profonde, face à l'impuissance des temps modernes, que l'on somma Marcelien de quitter le silence de son mas. Il arriva sur les terres de Rostand avec la quiétude souveraine de ceux qui commandent à la matière. Là, sous le faisceau cru des phares et l'immensité vertigineuse de la voûte étoilée provençale, un théâtre d'une noblesse primitive prit forme. Marcelien n'apportait point un boîtier scellé de plastique, mais il exhuma de sa trousse de cuir un rotor parfait. C'était une pièce arrachée à l'oubli au cours de l'année 2007, dont les fils de cuivre avaient été patiemment rebobinés, vernis et recalibrés sur son propre établi, dans la solitude des hivers passés, avec une dévotion d'orfèvre. Avec des gestes lents, méthodiques, empreints d'une majesté héritée d'un autre siècle, le maître plongea ses mains calleuses dans les entrailles brûlantes de la mécanique. Bastien, resté en retrait dans la pénombre, observait la scène. Figé par un respect teinté de stupeur, il contemplait cet homme qui portait en lui la mémoire du fer. Lorsque Marcelien acheva son œuvre et ordonna la mise à feu, la gigantesque machine s'éveilla dans un rugissement tonitruant, déchirant le silence nocturne d'un grondement victorieux de cylindre. Face à ce triomphe viscéral de l'intelligence terrienne, le jeune Bastien comprit, avec une humilité foudroyante, la suprématie écrasante du savoir charnel et de la prévoyance historique sur les illusions éphémères de la technologie virtuelle. Les rapports de terrain s'étaient accumulés sur le bureau d'Antoine Beaufort avec la lourdeur implacable d'un verdict sans appel, dressant le constat d'une époque qui s'effondrait sous le poids de ses propres certitudes. Vaincu par la vérité incontestable rapportée par ses propres mécaniciens, le directeur de la concession capitula face à l'évidence foudroyante de sa propre cécité.
Un matin d'automne de l'année 2029, alors que la lumière dorée de la Provence baignait les collines d'une douceur séculaire, il engagea sa berline à la carrosserie immaculée sur le chemin rocailleux et poudroyant de poussière blanche qui serpentait entre d'antiques cyprès, menant majestueusement au domaine des Delacroix. Le contraste était saisissant entre le cuir parfait de son véhicule, symbole d'une modernité fragile, et la permanence granitique du mas qui se dressait au bout de l'allée. Il trouva Marcelien dans la cour, le visage paisible, concentré avec la dévotion d'un artisan sur le nettoyage minutieux d'un bloc hydraulique, parfaitement indifférent à l'arrivée de cet émissaire du monde marchand. Antoine Beaufort coupa le moteur, dont le silence soudain souligna le chant lointain des cigales attardées, et posa le pied sur le gravier. Il s'avança avec la démarche alourdie d'un homme qui porte le fardeau de ses erreurs, et s'arrêtant à quelques pas de l'établi, il prononça des mots que nul n'aurait cru l'entendre formuler. Avec une humilité grave, dépouillé de toute la rhétorique artificielle des affaires, il présenta ses excuses. Il reconnut publiquement l'aveuglement de sa doctrine, confessant que le mépris avec lequel il avait jugé l'œuvre d'une vie n'était que le reflet de sa propre ignorance face aux réalités profondes de la terre. Marcelien ne laissa paraître aucune once de triomphe mesquin, aucune lueur de vengeance. Il posa simplement son outil avec une lenteur respectueuse et d'un geste muet de la main, invita le directeur à franchir le seuil solennel de son sanctuaire. C'est ainsi qu'Antoine Beaufort pénétra dans les entrailles de l'atelier des ancêtres. Au fil de cette visite silencieuse, le directeur fut terrassé par l'ampleur monumentale de ce qu'il découvrait. Il ne s'agissait nullement d'un simple abri de fortune, mais d'une véritable cathédrale érigée à la gloire du patrimoine mécanique français. Devant ces rangées infinies de pièces méticuleusement cataloguées au crayon, devant ces démarreurs testés, protégés et classés avec une rigueur d'archiviste, Beaufort mesura l'immensité vertigineuse de son erreur de jugement. Il contemplait 40 années de prévoyance absolue, 40 années d'un savoir-faire insondable qui avait silencieusement anticipé l'effondrement d'un système qu'il croyait infaillible. Face à cette leçon magistrale de résilience, l'orgueil de l'homme d'affaires fut définitivement pulvérisé. Sans qu'aucune signature ne vienne souiller la pureté de l'instant, sans l'ombre d'un contrat ou d'une procédure juridique, un pacte d'honneur fut scellé entre les deux hommes. Un accord de gentilshommes, forgé dans la noblesse du regard et la poignée de main, statua que la grande concession moderne, incapable de secourir l'ancienne ferraille, orienterait désormais clandestinement et avec le plus profond respect toutes ses réparations d'héritage vers l'artisan qu'elle avait jadis osé traiter d'insensé. Le poids implacable des années finit par marquer même les chaînes les plus robustes de la Provence. En l'an 2034, les mains majestueuses de Marcelien Delacroix, ces mêmes mains qui avaient inlassablement repoussé la ruine de toute une vallée, commencèrent à trahir une infime, une presque imperceptible fragilité. Un léger tremblement s'emparait parfois de ses doigts lorsqu'il ajustait la finesse des fils de cuivre, un rappel silencieux et digne que le temps réclame inévitablement sont dus à tout homme. C'est au cours de ces journées où l'automne teinte les vignes de pourpre qu'un jeune paysan, Corentin Faure, franchit les lourdes grilles du mas. Héritier d'un domaine rocailleux qu'il venait tout juste d'acquérir, le jeune homme était accablé par l'immensité de la tâche et l'état de déréliction d'un parc de machines agricoles rongé par la rouille. Dépassé par l'ampleur de cette terre exigeante, Corentin venait quérir l'aide du maître pour ressusciter l'élan mécanique de son domaine. Dans la pénombre rassurante et feutrée de l'atelier des ancêtres, le jeune homme se figea, subjugué par le tableau qui s'offrait à lui. Marcelien venait de fixer un démarreur, magistralement rebâti de ses mains vacillantes, sur un banc d'essai rudimentaire forgé dans un bois centenaire et cerclé d'acier. Lorsque le vieux patriarche actionna le lourd contacteur de cuivre, la pièce mécanique s'anima soudainement dans un vrombissement d'une pureté absolue. Ce chant grave, puissant et parfaitement régulier, témoignait de l'harmonie souveraine de l'assemblage. Corentin, les yeux écarquillés par cette démonstration de force tranquille, sentit un immense respect l'envahir. D'une voix vibrante d'admiration, il osa briser le silence pour interroger le vieil homme, lui demandant par quel mystère insondable ou par quel long apprentissage il avait pu accumuler une telle sagesse face aux arcanes du métal. Marcelien suspendit son geste, laissa son regard se perdre un instant dans les lueurs mordorées de l'atelier, et lui répondit avec cette simplicité foudroyante propre au seigneur de la glèbe, « J'ai simplement prêté attention. » Pourtant, cette somme inestimable de connaissances, Marcelien ne l'emporterait point dans le silence de son propre crépuscule. À quelques pas de l'établi, se tenant dans une immobilité respectueuse, veillait Guillaume. Fils de cette même terre, façonné à l'image imperturbable de son père, Guillaume possédait cette carrure massive, ce regard profond qui jauge la matière, et ce respect inné pour la noblesse des fers abandonnés. Depuis de longues années, dans l'ombre tutélaire des étagères chargées d'histoire, il s'était imprégné de la doctrine paternelle sans qu'aucune leçon magistrale ne fût jamais déclamée. Leur langage commun s'était forgé dans la rigueur de la limaille, dans le cliquetis régulier des outils et dans la communion muette de l'effort partagé. Entre le père et le fils, nulle cérémonie mondaine ne vint marquer la passation du pouvoir. La transmission s'accomplit d'une manière profondément sacrée, silencieuse et éternelle,
Un pacte inébranlable uniquement scellé par la loyauté indéfectible du sang et la pureté de l'huile, garantissant aux collines du Luberon que la résistance de leurs ancêtres demeurerait à jamais immortelle. L'an 2037 marqua le crépuscule d'une ère pour la Grande Plaine marchande, avec le retrait définitif d'Antoine Beaufort de ses fonctions de directeur. Devant l'assemblée solennelle de la confrérie des agriculteurs du Luberon, réunis non plus dans l'angoisse des pannes mais dans une paix solidaire retrouvée, l'homme aux tempes désormais argenté prononça son ultime discours. Il ne parla ni de bilan financier, ni de rendement dicté par les satellites. Avec une humilité profonde, forgée par les rudes leçons du temps et de la terre, il évoqua la figure d'un homme dont la sagesse silencieuse avait magistralement survécu à toute l'arrogance de l'industrie contemporaine. Il dressa le portrait d'un gardien du fer, un visionnaire qui avait prouvé à la vallée entière qu'il existait une vérité insondable, infiniment supérieure à la course effrénée au profit. Celle de l'héritage, de la mémoire et de la fraternité. Assis au troisième rang des travées, majestueusement enveloppé dans sa vieille veste de toile de velours usée par les décennies d'efforts, Marcellin Delacroix écoutait. Il ne laissa poindre aucun sourire de victoire mondaine, se contentant d'incliner imperceptiblement la tête, acceptant cet hommage avec la noblesse silencieuse d'un grand patriarche. L'histoire ne s'achève pourtant point sur de simples adieux solennels, car le sang et la vocation de la terre commandent la perpétuité de l'effort. Plus loin dans la vallée, sur ces domaines rocailleux qu'il avait su dompter par la force de ses bras, Corentin Faure, dont les traits portaient désormais la maturité d'un maître des moissons, entreprenait sa propre œuvre. Dans l'ombre bienveillante d'une petite remise de pierres sèches, il commençait à aligner, avec une méticulosité absolue, ses propres composants sauvés de l'usure, reproduisant l'ordre sacré de la mécanique qu'il avait jadis observé chez son aîné. Pendant ce temps, au cœur du domaine de la Croix, Guillaume commandait désormais avec une autorité naturelle et tranquille le grand atelier des ancêtres. Sous sa tutelle bienveillante et implacable, la collection s'était encore enrichie, les immenses étagères de chêne massif ployant sous le poids majestueux de l'histoire agricole de la Provence, préservées des injures du temps. Aujourd'hui encore, de lointains technocrates, penchés sur leurs calculs abstraits dans des tours de verre, continuent de clamer que ce modèle n'a aucun avenir, prédisant que les réserves de ces pièces ancestrales finiront inévitablement par s'épuiser face à la marche du monde. Ils détiennent probablement la vérité froide de l'arithmétique. Mais chaque matin, dans la fraîcheur mordante de l'aube provençale, ce sont les vénérables tracteurs du Luberon qui déchirent le silence, rugissant de toute la puissance de leur cœur de fonte pour aller fendre la terre. Car l'œuvre colossale des Delacroix n'eut jamais pour vocation de livrer une guerre d'orgueil, ni de chercher à prouver la futilité du monde moderne. Il s'agissait, tout simplement et pour l'éternité, de se tenir prêt lorsque les champs réclameraient le courage de leurs fils. Si cette épopée de l'acier, de la fraternité paysanne et du patrimoine immortel a résonné dans votre cœur, je vous invite à honorer la mémoire de ces grands bâtisseurs de l'ombre. Abonnez-vous à notre confrérie du récit, laissez un commentaire pour saluer le courage de ces hommes et l'âme de leurs machines éternelles, et partagez cette histoire pour que la noblesse de notre héritage mécanique ne sombre jamais dans l'oubli.